pendant 25 ans, j'ai franchi ces portes vitrées à 7h45 précises. Pas 7h44, pas 7h46. Précisément 7h45. Pluie, neige, grippe ou urgence familiale, je ne me suis jamais permis une seule absence. Lefebvre & Associés est devenu plus qu'un simple lieu de travail. Il s'est transformé en un second foyer, bien que pas toujours accueillant. J'avais sacrifié d'innombrables soirées, week-ends et jours fériés aux exigences des tableurs, des réunions clients et des chaînes d'emails sans fin. Le bâtiment lui-même, un monolithe de 12 étages d'acier et de verre à la Défense, connaissait mieux mes pas que mon propre appartement. Je m'appelle Marguerite Dubois, Margot pour les quelques personnes qui me connaissent au-delà de mon numéro de matricule. À 59 ans, j'avais donné à cette entreprise les meilleures années de ma vie. J'avais commencé comme une jeune chargée de clientèle pleine d'enthousiasme, gravi les échelons de la direction intermédiaire pour finalement m'installer dans mon rôle de directrice des relations clients. Je n'en étais pas au sommet de l'échelle hiérarchique, mais j'ai été fiable, la personne vers qui tout le monde se tournait quand il fallait arranger les choses. Plus que 2 jours, me suis-je murmuré ce lundi matin en regardant mon reflet dans les portes polies de l'ascenseur. Ce compte à rebours était mon mantra silencieux depuis des mois. Plus que 2 jours avant de pouvoir me réveiller sans réveil, avant de pouvoir enfin terminer ce roman qui prenait la poussière sur ma table de chevet, avant de pouvoir rendre visite à ma sœur Jeanne à Bordeaux, sans avoir à le planifier 6 mois à l'avance. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le bourdonnement familier des néons et des conversations feutrées. Karine de la comptabilité m'a aperçue la première. « Margot, la voilà, notre femme du jour !» a-t-elle lancé, agitant une boîte de croissants dans ma direction. « On a pris tes préférés. Les pains au chocolat. » J'ai souri, sincèrement touchée. Karine avait toujours été gentille, l'une des rares collègues avec qui je pourrais réellement rester en contact après mon départ à la retraite. « Pensy !» a-t-elle continué en baissant la voix. « 48 heures et tu es libre. » Moi, il me reste encore une décennie. « Oh, tu y arriveras ?» l'ai-je rassurée, en prenant un croissant que je ne voulais pas vraiment. Le temps passe plus vite qu'on ne le pense. Tout au long de la journée, des gens sont passés à mon bureau pour me souhaiter bonne continuation. Certains étaient sincères, les jeunes employés que j'avais encadrés au fil des ans. Quelques collègues de longue date qui avaient traversé avec moi les restructurations de l'entreprise. D'autres accomplissaient simplement le rituel social attendu. Je reconnaissais la différence dans leurs yeux, dans leur façon de s'attarder ou non. « Vous allez nous manquer, Margot », a dit Thomas Reynaud, qui avait rejoint l'entreprise il y a 5 ans et avait été inexplicablement propulsé à la direction. Sa poignée de main était ferme, son sourire étudié. « Vous avez été la colonne vertébrale des relations clients. »« Merci, Thomas », ai-je répondu, en remarquant qu'il lorgnait déjà mon bureau d'angle, prenant mentalement les mesures pour de nouveaux meubles. À l'heure du déjeuner, mon bureau était jonché de cartes de vœux, la plupart signées de gribouillis hâtifs et de souhaits génériques. Je les ai lus une par une, cherchant un sens entre les lignes de « bonne retraite » et « vous nous manquerez ». 25 ans distillés en platitudes de cartes de vœux. C'est en organisant ces cartes que j'ai remarqué les chuchotements. 2 directeurs, Philippe Morin et Diane Martel, étaient regroupés près de la salle de pause, parlant à voix basse tout en jetant des regards dans ma direction. Quand ils m'ont vu les regarder, ils se sont rapidement dispersés. Bizarre, ai-je pensé. Philippe m'évitait depuis des jours, annulant nos réunions de passation avec des excuses boiteuses. J'avais mis ça sur le compte d'une mauvaise organisation. Mais maintenant, je n'étais plus si sûre. Après le déjeuner, d'autres bizarreries sont apparues. Les emails concernant le compte Garnier, notre plus gros client, ont soudainement cessé de m'inclure. Une réunion que je devais diriger sur la planification de la transition a été reprogrammée à mon insu. Quand j'ai appelé la salle de conférence pour demander pourquoi, l'assistante administrative a bafouillé quelque chose à propos d'une directive de la direction. « Oh, ce n'est rien », me suis-je dit en triant les derniers objets dans le tiroir de mon bureau. Ils prennent juste de l'avance pour m'effacer. Cet après-midi-là, Richard Martin, notre directeur financier et l'un de mes rares alliés au sein de la haute direction, est passé à mon bureau. Il a fermé la porte derrière lui, chose qu'il faisait rarement. « Et Margot », dit-il, la voix plus basse que d'habitude. « As-tu entendu quelque chose d'inhabituel venant du bureau de Bruno ? Bruno Lemoine était notre directeur exécutif, un homme à qui je rendais des comptes mais que je voyais rarement. « Non », ai-je répondu prudemment. « Aurais-je dû ?» Les yeux de Richard se sont dardés vers la porte avant de croiser à nouveau les miens. «
Sois prête demain. C'est tout ce que je peux dire. Prête à quoi, exactement? J'en ai déjà trop dit. Tu n'as rien entendu de moi. Il m'a serré maladroitement l'épaule avant de s'éclipser, me laissant avec un nœud dans l'estomac. Ce soir-là, je suis restée plus tard que d'habitude, regardant le bureau se vider alors que le soleil se couchait sur la Seine. L'équipe de nettoyage est arrivée. Maria avec son sourire aimable et ses questions sur les candidatures universitaires de sa fille, pour lesquelles je l'avais aidée le mois dernier. « Vous êtes encore là, Madame Dubois? La grande retraite approche, non ?» a demandé Maria en vidant ma poubelle. « Plus que 2 jours, ai-je confirmé, les mots sonnant soudainement creux. « Mais vous allez nous manquer, a-t-elle dit. Et contrairement à tant d'autres ce jour-là, je l'ai cru. Ma Lucia a reçu sa lettre d'acceptation hier. La bourse aussi. Elle voulait que je vous remercie pour votre aide avec ses dissertations. Pour la première fois de la journée, j'ai senti une chaleur sincère m'envahir. C'est une merveilleuse nouvelle, Maria. Elle a travaillé dur pour ça. Après le départ de Maria, je suis restée à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Paris était ma maison depuis l'université. La ville où j'avais bâti ma carrière, où j'avais sacrifié ma vie personnelle sur l'autel du succès professionnel. J'ai pensé à David, l'homme que j'avais failli épouser dans la trentaine avant que les exigences de mon travail ne deviennent trop lourdes pour notre relation. J'ai pensé aux enfants que je n'ai jamais eus, aux vacances que je n'ai jamais prises, aux passe-temps que je n'ai jamais développés. Est-ce que ça en valait la peine? Aussi, je demandais à mon reflet dans la vitre assombrie. Sur mon bureau se trouvait l'horloge de départ à la retraite que mon équipe m'avait offerte il y a des mois, décomptant les jours, les heures et les minutes jusqu'à la liberté. Elle affichait maintenant 1 jour, 16 heures, 23 minutes. J'ai passé mes doigts sur le bureau en chêne lisse qui avait été le mien pendant 15 ans. Chaque égratignure et marque racontait une histoire. La tache de café du matin où nous avions décroché le comte Pritchard. La petite bosse du jour où j'avais frappé du poing de frustration après avoir perdu l'appel d'offres Stevens. J'avais tout donné à ce bureau, à cette entreprise. Alors que je prenais enfin mon manteau et mon sac pour partir, je ne pouvais pas me défaire de l'avertissement de Richard. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir dans l'exclusion soudaine, les regards détournés, les conversations feutrées qui s'arrêtaient à mon approche. Mais que pouvait-il bien me faire maintenant, si près de la retraite? J'aurais dû savoir. Dans le monde de l'entreprise, la loyauté est une rue à sens unique. En rentrant chez moi dans mon appartement du parc Monceau, j'ai essayé de me concentrer sur l'avenir plutôt que sur mon malaise grandissant. J'avais des projets, vagues du moins. Un voyage en Italie au printemps. Peut-être du bénévolat au centre d'alphabétisation local, de longs après-midi au musée d'Orsay, que je n'avais visité que 2 fois malgré des décennies de vie à Paris. Mais alors que je me garais, mon téléphone a vibré avec une notification de calendrier, réunion avec Bruno Lemoine, 9h. La réunion avait été ajoutée quelques minutes auparavant. Je suis restée longtemps dans ma voiture, regardant les lumières de mon immeuble et essayant de me convaincre que tout irait bien. Plus que 2 jours. Juste 2 jours. Je ne pouvais pas savoir alors que je n'aurais pas ces 2 jours, que 25 ans de loyauté ne compteraient pour rien, que le lendemain matin changerait tout. Le lendemain, je suis arrivée au bureau comme n'importe quel autre jour. 7h45 pile. Bill, le gardien de sécurité, m'a fait un signe de tête alors que je passais mon badge. Ses yeux se sont attardés un instant de trop, et je me suis demandé s'il savait déjà ce qui m'attendait à l'étage. « Belle matinée, Madame Dubois », dit-il, sa voix portant une douceur inhabituelle. « Oui, c'est vrai, Bill, plus qu'1 jour après celui-ci. » Il a rapidement détourné le regard. « Oui, madame. » Le trajet en ascenseur m'a semblé plus long que d'habitude. Lorsque les portes se sont ouvertes à mon étage, l'atmosphère m'a frappé immédiatement. Une tension si épaisse que était comme marcher à travers des toiles d'araignée invisibles. Les conversations se sont arrêtées à mon passage. Les regards se sont détournés des miens. Même Karine, habituellement si pétillante, m'a offert un sourire crispé avant de se concentrer intensément sur son écran d'ordinateur. La porte de mon bureau était entrouverte. Je la laissais toujours fermée à clé. À l'intérieur, quelqu'un avait posé une boîte en carton sur mon bureau. Vide, en attente. Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, mon téléphone a sonné. L'assistante de Bruno, Hélène, la voix sèche et formelle, « Monsieur Lemoine aimerait vous voir dans son bureau. Maintenant, s'il vous plaît. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai redressé mon blazer, bleu marine, ma couleur porte-bonheur,
et j'ai parcouru le long couloir jusqu'à la suite exécutive. À chaque pas, je sentais le poids de mes années chez Lefebvre M écrasé. 25 ans de rapports et de présentations. 25 ans de dîners clients et de travail le week-end. 25 ans à choisir cette entreprise avant tout le reste. Hélène a évité mon regard alors que j'entrais dans la réception. « Entrez directement », a-t-elle murmuré en s'occupant de paperasse. Le bureau de Bruno Lemoine était intimidant à dessein, tout en bois sombre et avec des baies vitrées donnant sur la ville. Il était assis derrière son immense bureau, flanqué de Philippe Morin et d'une femme que j'ai reconnue comme étant Denise Caldwell du service juridique. Mon cœur s'est serré. On ne fait pas venir le juridique pour une conversation amicale. « Marguerite, merci d'être venue, » dit Bruno, sans prendre la peine de se lever. Il a désigné la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous prie. » Je suis restée debout. Je préfère rester debout, merci. Anne, quelque chose a brillé dans ses yeux, de l'agacement peut-être. Il avait l'habitude que les gens suivent ses instructions. « Comme vous voulez. » Il s'est raclé la gorge. Je vais aller droit au but. Lefebvre est en pleine restructuration en préparation de notre fusion avec le groupe Lancaster. Fusion, était la première fois que j'en entendais parler. J'ai gardé un visage neutre, des années de négociations avec les clients me servant bien. Et dans le cadre de cette restructuration, a-t-il poursuivi, nous apportons des changements à l'équipe de direction. Votre poste de directrice des relations clients est en cours de réinvention. Réinvention, ai-je répété, l'euphémisme d'entreprise flottant dans l'air entre nous. Oui, nous créons un nouveau rôle, vice-président des partenariats stratégiques, qui absorbera vos responsabilités actuelles. Il a brassé quelques papiers sur son bureau, sans croiser mon regard. Nous avons décidé que cette transition devait avoir lieu immédiatement, plutôt que d'attendre votre départ à la retraite. Voilà, la vérité, habillée en jargon d'entreprise. J'y étais renvoyée, un jour avant ma retraite. Je vois, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement que je sentais dans mes mains. Et qui assumera ce nouveau rôle ? Bruno a jeté un coup d'œil à Philippe, qui semblait soudain fasciné par ses chaussures. C'est nous avons sélectionné Julien Lemoine pour le poste. Julien Lemoine, ai-je fait écho. Votre cousin ? La mâchoire de Bruno s'est crispée. Julien a une vaste expérience dans la gestion des relations et... Julien est dans l'entreprise depuis 8 mois, l'ai-je interrompu, à un poste subalterne. Il n'a aucune expérience client à ce niveau. Ce n'est pas pertinent pour la discussion d'aujourd'hui, est intervenue Denise du service juridique, d'une voix douce. Nous avons préparé une indemnité de départ. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Compte tenu de vos années de service, l'entreprise vous offre 3 mois de préavis, sous réserve de la signature de nos accords de non-divulgation et de non-dénigrement standard. Et je n'ai pas touché le dossier. Au lieu de cela, j'ai regardé Bruno droit dans les yeux. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas me laisser finir ma dernière journée ? Et pendant un instant, il a semblé mal à l'aise. Bien. Le calendrier de la fusion a accéléré nos plans de restructuration, a-t-il finalement dit. C'est une décision professionnelle, Marguerite. Rien de personnel. Rien de personnel. 25 ans réduits à rien de personnel. Il y a encore une chose, a ajouté Denise, sa voix professionnellement détachée. Nous aurons besoin que vous informiez Julien sur tous les comptes actifs ce matin, en particulier le contrat Garnier. La transition doit être transparente. Le contrat Garnier, 85 millions d'euros de revenus sur 5 ans. Ma relation avec Sophie Garnier remontait à 15 ans. J'avais assisté à son mariage, envoyé des cadeaux à la naissance de ses enfants. Le contrat devait être renouvelé le mois prochain, les négociations étant en phase finale. Bien sûr, dis-je, en gardant ma voix égale. Oh, je brieferai Julien sur tout ce qu'il doit savoir. Et un soulagement a envahi le visage de Bruno. Il s'attendait à une résistance, peut-être des larmes ou des supplications. Il ne me connaissait pas du tout. Excellent. Vous pouvez utiliser la salle de conférence C. Hélène s'en chargera. Il se leva maintenant, tendant la main. Au nom de Lefebvre, je tiens à vous remercier pour vos années de service. J'ai regardé sa main tendue, puis son visage. Sans un mot, j'ai tourné les talons et j'ai quitté son bureau. Le retour à mon bureau m'a semblé comme avancer dans l'eau, les visages flous, les sons étouffés. Richard Martin m'a intercepté dans le couloir, l'air sombre. « Margot, je suis vraiment désolée. J'ai essayé d'arrêter ça. Mais ce n'est pas grave, Richard. » L'ai-je coupé, ne me faisant pas confiance pour en dire plus. Dans mon bureau ? Non, plus mon bureau. J'ai trouvé Julien Lemoine déjà en train de regarder mes dossiers.
Il a sursauté en me voyant, une lueur de culpabilité traversant son visage enfantin. « Madame Dubois, je prenais juste un peu d'avance sur le contrat Garnier. » Ai-je terminé pour lui. « Oui, j'ai entendu. Salle de conférence C dans 15 minutes. » Il a hoché la tête avec empressement, me rappelant un chiot trop grand. « Je suis vraiment impatient d'apprendre de vous. Oncle Bruno dit que vous êtes la meilleure. » J'ai failli rire de l'absurdité. 15 minutes, c'est Julien. Seul à nouveau, j'ai inspecté ce qui restait de ma vie professionnelle. 25 ans contenus dans un petit bureau. J'ai retiré mes objets personnels méthodiquement. La photo encadrée de mes défunts parents. La tasse en poterie que ma nièce avait faite en cours d'art. La petite plante de jade que j'avais gardée en vie pendant une décennie. Tout tenait dans la boîte en carton qui attendait, avec de la place en trop. J'ai pensé au contrat Garnier, stocké en toute sécurité dans mes fichiers personnels plutôt que sur le serveur de l'entreprise. J'ai pensé aux relations que j'avais bâties, aux promesses que j'avais faites, au réseau complexe de confiance que Julien Lemoine ne pourrait jamais reproduire à temps pour le renouvellement. On a frappé à ma porte. Hélène se tenait là, sans tout à fait croiser mon regard. « La salle de conférence C est prête, Madame Dubois. » Julien attend. J'ai hoché la tête en prenant ma boîte. Mon badge était posé sur le bureau, le cordon enroulé autour de lui comme un serpent endormi. 25 ans d'identité abandonnée. La salle de conférence était baignée de la lumière du matin. Julien était assis à la table, cahier ouvert, stylo en main. Tant d'empressement, tant d'ignorance. « Madame Dubois, a-t-il commencé, je veux juste dire à quel point j'admire votre travail ici. Je sais que la barre est haute. » J'ai posé ma boîte et je me suis assise en face de lui. « Parlons du comte Garnier !» Pendant l'heure qui a suivi, j'ai donné à Julien Lemoine le briefing le plus complet, détaillé et totalement inutile de sa carrière. J'ai expliqué des flux de travail et des procédures qui n'existaient pas. J'ai nommé des contacts qui avaient quitté l'entreprise des années auparavant. J'ai exposé des stratégies de négociation qui aliéneraient n'importe quel client en quelques minutes. Le tout livré avec la confiance et l'autorité de quelqu'un qui avait géré le compte sans faille pendant 15 ans. Pas une seule fois il ne m'a remise en question. Pas une seule fois il ne s'est demandé pourquoi aucune de ces informations ne se trouvait dans les dossiers officiels. Il a tout noté avec diligence, hochant la tête et posant des questions qui révélaient un peu son manque total de qualification pour le rôle. Quand nous avons terminé, il a tendu la main sur la table. « Merci beaucoup, Madame Dubois. C'est incroyablement utile. Je promets que vous serez fière de moi. » J'ai serré fermement sa main. « J'en suis sûre, Julien. Bonne chance. » Je suis sortie de Lefebvre & Associés à 11h37, ma boîte d'effets personnels sous le bras. Bill, le gardien de sécurité, a levé les yeux alors que j'approchais de la porte. « Vous partez tôt aujourd'hui, Madame Dubois ?»« Je pars pour de bon, Bill. » Ses yeux se sont écarquillés. « Mais je pensais que demain était... » « Moi aussi. » J'ai réussi un petit sourire. « Prenez soin de vous. » À dehors, le soleil d'octobre était étonnamment chaud. La circulation suivait son cours sur les Champs-Élysées. Les piétons se pressaient, le monde continuait comme si rien n'avait changé. Je suis restée un instant sur le trottoir. 25 ans de routine soudainement terminée. Fini les arrivées à 7h45. Fini les trajets en ascenseur. Fini de prétendre que la loyauté compte dans le monde de l'entreprise. J'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai placé ma boîte dans le coffre, et je suis rentrée chez moi en silence. Pas de larmes, pas de jurons, pas d'appels téléphoniques désespérés. Juste le silence et l'étrange sensation creuse de trahison, mêlée à autre chose. Quelque chose qui ressemblait étonnamment à la liberté. Le réveil a sonné à 6h15, comme il l'avait fait pendant 25 ans. Ma main s'est déplacée pour le faire taire avant que mon esprit ne soit complètement éveillé. Un réflexe gravé dans la mémoire musculaire. Pendant un instant, j'ai reposé dans la lumière grise de l'aube, me préparant mentalement à mon trajet avant que la réalité ne me rattrape. Je n'avais pas à me lever. Je n'avais plus de travail où aller. Mais mon corps refusait de le croire. Je me suis levée quand même, accomplissant ma routine matinale comme un fantôme suivant d'anciens chemins. Douche, café, météo, titres des journaux. J'ai même sorti mon tailleur pantalon anthracite et mon chemisier crème avant de me reprendre. « Qu'est-ce que tu fais, Margot ?» ai-je demandé à mon reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait semblait perdue, ses yeux portant le poids de l'humiliation de la veille. J'ai abandonné le tailleur pantalon et j'ai enfilé un jean et un pull, des vêtements que je gardais normalement pour le week-end. Il me semblait étrange, trop décontracté pour un mercredi. L'horloge de ma cuisine indiquait 7h15.
l'heure à laquelle je partais habituellement pour le travail. J'ai versé une autre tasse de café et je me suis assise à ma petite table de petit déjeuner, soudainement détachée de l'horaire qui avait ancré mes journées pendant des décennies. Le cercle rouge sur mon calendrier me narguait de l'autre côté de la pièce. 12 octobre, ma date de départ à la retraite. La date à laquelle J était censée partir avec dignité, avec un pot de départ en bonne et due forme, avec le respect que j'avais gagné. Au lieu de cela, J était assise dans mon appartement, mise au rebut un jour plus tôt, remplacée par népotisme. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur. « Grande journée demain. Appelle-moi quand tu auras fini ta dernière journée. Tellement fière de toi, ma sœur. » Jeanne ne savait pas encore. Je ne pouvais pas me résoudre à le lui dire, à admettre qu'après 25 ans de dévouement, j'avais été jetée comme le journal d'hier. La honte brûlait plus fort que la colère. Par ma fenêtre, Paris était maintenant complètement réveillé. Les gens se dépêchaient sur les trottoirs, tenant des gobelets de café, vérifiant leurs montres, courant vers des bureaux où ils croyaient que leur contribution comptait. J'y étais l'une d'entre eux hier encore. Maintenant, je regardais de l'autre côté de la vitre, déjà oubliée. Le silence dans mon appartement était oppressant. Pas de notification d'email, pas de rappel de conférence téléphonique, pas d'assistant nerveux frappant à ma porte avec des changements de dernière minute pour des présentations. Juste le silence et le tic-tac doux de l'horloge de la cuisine mesurant des secondes de néant. J'ai essayé de me concentrer sur le positif, les choses que j'avais prévues pour la retraite. Lire la pile de romans près de mon lit, prendre ce cours de cuisine que j'avais toujours voulu essayer. Visiter les musées les matins de semaine quand ils sont calmes. Toutes les promesses que je m'étais faites pour un jour. Un jour était arrivé et il sonnait creux. Mon ordinateur portable était sur la table basse, fermé depuis hier. Je l'ai ouvert, la mémoire musculaire me menant à ma messagerie professionnelle avant de me souvenir que j'en avais été exclue. Ma messagerie personnelle était un désert d'offres promotionnelles et de newsletters que je n'avais jamais eu le temps de lire. Rien de personne de chez Lefebvre. Même Richard Martin n'avait pas cherché à me joindre. À 10 heures, l'agitation m'a chassée de l'appartement. J'ai marché sans but dans le parc des Buttes-Chaumont, passant devant de jeunes mères avec des poussettes et des retraités promenant leurs chiens, des gens qui avaient un but dans cette accalmie matinale en milieu de semaine. Un groupe d'hommes âgés jouait aux échecs sur des tables en béton près de l'étang. L'un d'eux, aux cheveux blancs et aux sourcils broussailleux, a attiré mon attention. « Vous avez l'air perdu », a-t-il lancé. Son accent était d'Europe de l'Est, polonais, peut-être. Je me suis arrêtée, surprise d'être interpellée. Je me promène juste. Il m'a étudié avec des yeux perspicaces. Non, vous êtes perdu. Pas dans le parc. À l'intérieur, il a tapoté sa poitrine. Je connais ce regard. Premier jour de retraite? Quelque chose comme ça, ai-je admis. Il a désigné une chaise vide en face de lui. Asseyez-vous. Regardez-nous jouer. J'ai hésité, puis je me suis assise. Le vieil homme s'est présenté comme étant Marek. Son adversaire était Clarence, un ancien facteur avec 42 ans de service. Le troisième homme, Vincent, avait été proviseur de lycée. Il se retrouvait à ses tables tous les jours de la semaine depuis 9 ans. « Les premières semaines sont les plus difficiles », m'a dit Clarence, déplaçant un cavalier avec des doigts noueux. « On se sent inutile, comme si le monde avait continué sans vous. »« Est-ce le cas ?» a ajouté Vincent, observant attentivement l'échiquier. Il continue toujours. C'est la première leçon de la retraite. Marek a hoché la tête sagement. Deuxième leçon. Ceci est un cadeau, pas une punition. Le temps vous appartient maintenant, pas à eux. Je les ai regardés jouer. Ces hommes qui avaient reconstruit leur vie autour de quelque chose d'autre que le travail. Ils se disputaient de bonne humeur sur la politique et le sport. Ils partageaient des histoires sur leurs petits-enfants et les réparations à la maison. Ils existaient pleinement dans ce moment, libérés des échelles hiérarchiques et de la politique de bureau. Quand je suis finalement partie, Marek a pressé une pièce d'échec noire et lisse dans ma main, une reine. La pièce la plus forte sur l'échiquier, a-t-il dit avec un clin d'œil. Souvenez-vous de ça. De retour dans mon appartement, j'ai posé la pièce des échecs sur mon comptoir de cuisine et j'ai essayé d'imaginer mon avenir étirant devant moi. Des jours non structurés par des réunions et des échéances. La liberté que j'avais tant désirée me semblait maintenant écrasante. Mon téléphone a sonné à midi. Numéro inconnu. Pendant un instant, j'ai imaginé que ce pourrait être Bruno Lemoine, appelant pour dire qu'il y avait eu une terrible erreur, qu'ils avaient besoin de moi. Pathétique de voir à quelle vitesse l'espoir renaissait. « À Marguerite Dubois », ai-je répondu, ma voix professionnelle se mettant en place automatiquement.
Pomme Madame Dubois. Ici Derek Adams du Service économique du Monde. Je vous appelle au sujet de la situation chez Lefebvre & Associés. Mon cœur a raté un battement. Quelle situation ? Il y a des rumeurs de perturbations majeures suite à votre départ. Je crois comprendre que vous avez été licencié hier après 25 ans dans l'entreprise. Les nouvelles voyagent vite dans les cercles d'affaires parisiens. Je ne suis pas à l'aise pour discuter de ça. Des sources me disent que le contrat Garnier, évalué à environ 85 millions d'euros, a été compromis. Souhaitez-vous commenter le contrat Garnier ? J'ai pensé à mon briefing méticuleux à Julien Lemoine hier, à la désinformation délibérée, au chaos qui s'ensuivrait. Je n'avais rien saboté. J'avais simplement laissé l'incompétence suivre son cours naturel. Pas de commentaires, monsieur Adams. Plusieurs cadres de Lefebvre ont essayé de vous joindre depuis ce matin. Êtes-vous en contact avec quelqu'un de l'entreprise ? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone silencieux. Non, je ne le suis pas. Et je n'ai pas l'intention de l'être. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai de nouveau vérifié mes emails. 5 nouveaux messages de Richard Martin, chacun plus urgent que le précédent. Margot, s'il te plaît, appelle-moi. C'est une urgence. Les documents Garnier ont disparu. Les as-tu déplacés sur un serveur sécurisé ? Julien est complètement perdu. Bruno est furieux. S'il te plaît, aide-nous. Ma Sophie Garnier menace de retirer le contrat. Elle exige de te parler. Et Margot, pour l'amour de Dieu, appelle-moi. Un calme étrange s'est installé en moi en lisant ces messages. Je n'avais supprimé aucun document. Je n'avais rien saboté. J'y étais simplement partie, emportant avec moi les relations et les connaissances qui ne pouvaient être transférées lors d'un briefing hâtif. Sophie Garnier me faisait confiance, pas à Lefebvre & Associés. Elle l'avait clairement indiqué à plusieurs reprises au fil des ans. « Et tu es la seule raison pour laquelle nous restons avec votre entreprise, Margot », m'avait-elle dit autour d'un verre le mois dernier. « Si jamais tu pars, nous te suivons. » J'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre aux supplications de Richard. Laissez-les paniquer. Laissez-les réaliser, trop tard, ce qu'ils avaient jeté. Ma sonnette a retenti à 15 heures. À travers le Judas, j'ai vu Richard Martin lui-même, l'air harassé, sa cravate de travers. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Richard », dis-je en ouvrant la porte, mais sans l'inviter à entrer. « C'est inattendu ? Oh Dieu merci, tu es là. » Il a passé une main dans ses cheveux clairsemés. « Et Margot, c'est le chaos au bureau. Un désastre complet. Julien Lemoine ne sait rien du comte Garnier, et ils doivent se rencontrer demain pour finaliser les termes du renouvellement. »« Cela semble difficile, dis-je d'un ton neutre. »« Difficile. C'est catastrophique. Sophie Garnier menace de confier ses affaires à Horizon Conseil si tu n'es pas dans la réunion. » Il a baissé la voix. « Bruno m'a envoyé pour te ramener. En tant que consultante. Juste pour l'affaire Garnier, au triple de ton taux horaire. » J'ai failli rire. Mais laisse-moi voir si j'ai bien compris. Hier, je ne valais pas la peine d'être gardée un jour de plus. Mais aujourd'hui, je vaux le triple de mon salaire. Richard a eu la décence d'avoir honte. Je leur avais dit que ça arriverait. J'ai prévenu Bruno qu'on ne pouvait pas te remplacer du jour au lendemain, surtout pas par son imbécile de cousin. Et pourtant, nous en sommes là. Margot, s'il te plaît. L'entreprise pourrait perdre des millions. Des gens pourraient perdre leur emploi si ça tourne mal. Des gens comme Karine de la Compta, Bill le gardien de sécurité, le personnel de nettoyage qui m'avait toujours traité avec respect quand les cadres ne le faisaient pas. J'ai senti ma résolution faiblir, puis je me suis souvenu des mots de Bruno. Rien de personnel, juste une décision professionnelle. Je suis désolée, Richard, dis-je doucement. Mais c'est juste une décision professionnelle. Rien de personnel. À la couleur a quitté son visage. Tu ne le penses pas ? Dis, j'ai commencé à fermer la porte. Et Richard, je commence ma retraite demain. J'apprécierais de ne pas être dérangée. Après son départ, je me suis versé un verre de vin, le cabernet cher que j'avais gardé pour ma fête de retraite, et je suis sortie sur mon balcon. Le soleil de l'après-midi dorait les toits de Paris, la même vue que j'avais admirée de la fenêtre de mon bureau pendant des années. Mais la perspective avait changé. Je ne regardais plus de l'intérieur de la machine corporative. Je l'observais de loin. J'ai levé mon verre en un toast silencieux à mon moi passé, la femme qui avait cru que la loyauté serait récompensée, que le dévouement comptait, que le monde de l'entreprise avait la moindre mémoire. Elle était partie maintenant, cette femme naïve. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau.
Quelqu'un qui cherchait encore ses marques, mais plus forte qu'elle ne le savait. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de ma sœur. J'ai appelé ton bureau pour te souhaiter bonne chance. Ils ont dit que tu es déjà parti? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé son numéro. Il était temps de dire la vérité. Pas seulement à Jeanne, mais à moi-même. Il était temps de reconnaître que ce qui ressemblait à une fin pourrait en fait être un début. Quand elle a répondu, je me suis surprise à sourire pour la première fois de la journée. Jeanne, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Mais d'abord, que dirais-tu que je vienne te voir la semaine prochaine au lieu du mois prochain? Alors que le soleil se couchait sur Paris, je faisais des projets pour un avenir entièrement à moi. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner le lendemain matin. Je l'ai mis en sourdine après le 5e appel de Richard. Mais les messages vocaux continuaient de s'accumuler. Vers 10 heures, la curiosité l'a emporté et j'ai écouté le plus récent. « Margot, c'est encore Richard. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est pire que ce que nous pensions. Les dossiers Garnier ont complètement disparu du système. Julien ne trouve aucun historique de négociation ni aucune information de contact. Sophie Garnier arrive à 14 heures et nous n'avons rien à présenter. Bruno parle de faire intervenir des avocats. S'il te plaît, rappelle-moi. » Où je posais le téléphone sur le comptoir de ma cuisine et sirotais mon café, un étrange sentiment de calme s'installant en moi. Je n'avais rien supprimé des serveurs de Lefebvre. Je n'avais simplement jamais téléchargé les documents les plus cruciaux en premier lieu. Pendant des années, j'avais conservé les détails du compte Garnier dans un système personnel distinct, après qu'une faille de sécurité chez Lefebvre ait failli compromettre les informations des clients. Bruno était au courant de cet arrangement. Il avait même loué mon « initiative » à l'époque. Mais apparemment, il avait oublié, ou plus probablement, n'avait pas pris la peine de le mentionner à Julien lors de la transition hâtive. Mon ordinateur portable a signalé une nouvelle notification par email. Celle-ci ne venait pas de Richard, mais de Sophie Garnier elle-même. « Margot, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Je viens de raccrocher avec un gamin qui prétend s'occuper de notre compte maintenant. Il n'a pas pu répondre à des questions de base sur les termes dont nous avons discuté le mois dernier. « Dis-moi que c'est une sorte d'erreur. Je suis censée rencontrer Lefebvre cet après-midi, mais j'envisage d'annuler. Appelle-moi. SG. » Je fixai l'email pendant un long moment, pesant ma réponse. Sophie et moi avions construit plus qu'une relation d'affaires au fil des ans. Nous nous étions soutenus lors de divorce, avions célébré des promotions, partagé des bouteilles de vin tout en élaborant des termes de contrat qui satisfaisaient nos deux entreprises. Elle méritait mieux que le silence. Je pris mon téléphone et composai son numéro. « Margot, Dieu merci, » répondit-elle à la première sonnerie. « Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu as démissionné? »« Ah, pas exactement, » répondis-je en m'installant sur mon canapé. « J'ai été licenciée hier. Apparemment, mon poste a été réimaginé dans le cadre d'une restructuration. »« Et tu plaisantes ?» La voix de Sophie monta d'incrédulité. « Après 25 ans, un jour avant ta retraite, le monde de l'entreprise dans toute sa splendeur. Et ils ont donné ton compte, mon compte, à un neveu, à cousin, corrigea-je, le cousin du président. Mon Dieu. » Je pouvais presque la voir faire les 100 pas dans son bureau, comme elle le faisait toujours quand elle était agitée. « C'est inacceptable, Margot. J'ai clairement dit à Bruno l'année dernière que notre relation avec Lefebvre dépendait entièrement de toi. J'apprécie ça, Sophie. Mais les décisions professionnelles sont des décisions professionnelles. Mais bien, j'ai ma propre décision professionnelle à prendre. » Sa voix se durcit de résolution. « J'annule la réunion d'aujourd'hui. Sophie. » « Non, je suis sérieuse. Nous étions sur le point d'engager 85 millions d'euros avec Lefebvre, sur la base de 15 ans de partenariat réussi avec toi. Ce partenariat n'existe plus. Je l'entendis taper furieusement en arrière-plan. Et j'envoie un email formel dès maintenant pour reporter toute discussion ultérieure en attendant un examen complet de nos options, y compris des discussions avec Horizon Conseil. Horizon, le plus grand concurrent de Lefebvre. La menace seule suffirait à faire paniquer Bruno. « C'est ta décision, » dis-je prudemment. « Mais ne coupe pas les ponts à cause de moi. Il ne s'agit pas seulement de loyauté envers toi, bien que cela en fasse partie, » répondit Sophie. « C'est une question de compétence. S'ils pensent qu'ils peuvent simplement te remplacer par un gamin inexpérimenté et que je ne verrai pas la différence, ils insultent mon intelligence, et je ne fais pas affaire avec des gens qui m'insultent. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement silencieux, tournant mon téléphone dans mes mains. Je n'avais pas demandé à Sophie de retirer ses affaires. Je n'avais pas saboté le compte Garnier.
Mais je n'avais rien fait non plus pour empêcher le chaos. La sonnette retentit de nouveau vers midi. Cette fois, ce n'était pas Richard à ma porte, mais Karine de la comptabilité, tenant un sac en papier de la boulangerie près du bureau. « J'ai apporté le déjeuner », dit-elle timidement. « Je peux entrer ?» J'hésitai, puis m'ai écartée pour la laisser entrer. Karine avait toujours été gentille, l'une des rares collègues à m'avoir traité comme un être humain plutôt que comme une fonction. Un jambon beurre, cornichon, sans mayonnaise, dit-elle en déballant le sandwich que j'avais commandé au moins une fois par semaine pendant des années. Je me suis dit que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner. Merci, Karine. Je désignais ma petite table à manger. Qu'est-ce qui t'amène ici? À part la livraison de sandwich. Elle s'assit, tordant nerveusement ses mains. C'est le bazar, Margot. Un chaos absolu. La réunion Garnier a été annulée, et Bruno est enragé. Il menace de te poursuivre pour sabotage d'entreprise. J'ai failli m'étouffer avec ma première bouchée. Sabotage? Je n'ai rien touché. Je sais, m'assura-t-elle rapidement. Mais les documents du contrat Garnier sont introuvables, et il te rejette en la faute. Julien dit que tu lui as donné de fausses informations lors de la passation. Alors j'ai simplement partagé ce que je pensais important, répondis-je prudemment. S'il n'a pas vérifié ces informations, ce n'est guère de ma faute. Karine baissa la voix, bien que nous soyons seuls dans mon appartement. Il y a plus. La fusion avec Lancaster dont Bruno a parlé, elle dépend du contrat Garnier. Si Garnier part, Lancaster pourrait se retirer aussi. Les pièces du puzzle se sont soudainement assemblées. Bruno ne m'avait pas licencié pour réduire les coûts ou par pur népotisme. Il avait besoin de garantir une position prestigieuse à son cousin avant la fusion, s'assurant que Julien survivrait à toute restructuration post-fusion. J était un dommage collatéral dans le plan de protection familiale de Bruno. Ils essaient de récupérer les documents de ton ordinateur, mais l'informatique dit qu'il n'y a rien, a poursuivi Karine. Richard est hors de lui. Il est convaincu que tu as dû tout sauvegarder quelque part. Je l'avais fait, bien sûr. 15 ans d'historique de négociation, d'informations de contact, de structure de prix et de notes relationnelles, le tout stocké en toute sécurité sur mon disque personnel. Des informations qui appartenaient à Lefebvre, techniquement, mais un savoir qui était le mien seul. « Que va-t-il t'arriver » m'ai-je demandé, détournant la conversation. « Si Garnier retire ses affaires ?» Le visage de Karine s'assombrit. Il y a déjà des rumeurs de licenciement. Pas seulement quelques personnes, des départements entiers. Le contrat Garnier représente près de 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Et la fusion avec Lancaster? Si elle échoue, probablement plus de coupe. Peut-être même une situation de faillite. Elle croisa mon regard directement. Et beaucoup de gens pourraient perdre leur emploi, Margot. Des gens bien. Et le poids de cette responsabilité s'est posé inconfortablement sur mes épaules. Je n'avais pas créé cette situation, mais j'avais le pouvoir d'atténuer une partie des dégâts. Des gens comme Karine, Bill le gardien, Maria la femme de ménage. Ils ne méritaient même pas de souffrir à cause des mauvaises décisions de Bruno. Et toi? Demandai-je à Karine. À ton poste serait-il menacé? Elle baissa les yeux sur son sandwich intact. J'ai 57 ans, Margot. Les factures médicales de mon mari l'année dernière ont anéanti nos économies. Je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi en ce moment. Nous sommes restés en silence un moment, les implications pesant lourdement entre nous. Finalement, je me suis levée et j'ai récupéré mon ordinateur portable du salon. « Ah, je vais te montrer quelque chose », dis-je en ouvrant un dossier de documents. Ce sont les fichiers Garnier. Tout. Du premier contrat il y a 15 ans aux notes de ma dernière réunion avec Sophie le mois dernier. Les yeux de Karine s'écarquillèrent. C'est ce que tout le monde cherche. Oui, mais je ne le donne ni à Bruno ni à Julien. Alors pourquoi me le montrer? Je pris une profonde inspiration, prenant une décision que j'espérais ne pas regretter. Parce que je vais te les donner, tu vas dire à Richard que tu les as trouvés sur un lecteur réseau oublié auquel seule la comptabilité avait accès. Tu les as découverts en effectuant un audit de routine. Margot, je ne peux pas. Tu peux, et tu le feras. Je commençais à transférer les fichiers sur une clé USB. De cette façon, tu deviens l'héroïne qui a sauvé l'entreprise. Richard récupère ses précieux documents. Le contrat Garnier pourrait encore être sauvé. Et personne n'a besoin de savoir qu'ils viennent de moi. Mais pourquoi aiderais-tu après ce qu'ils t'ont fait? Je pensais à Marek et à ses amis joueurs des échecs dans le parc. À la dignité d'aller de l'avant plutôt que de s'accrocher à l'amertume. Parce que ma querelle est avec Bruno et son népotisme,
Pas avec les gens qui dépendent de Lefebvre pour leur gagne-pain. Je lui tendis la clé USB, refermant ses doigts dessus. Une seule condition, cependant. Tu t'assures que Richard sache que ces documents sont inutiles sans les relations qui les sous-tendent. Sophie Garnier ne traitera pas avec Julien Lemoine. Point final. Karine hocha lentement la tête, la compréhension naissant dans ses yeux. Mais ils doivent te faire revenir. En tant que consultante, il y a mes conditions. Le triple de mon ancien taux horaire, comme Richard l'a offert hier. Pas de rapport direct avec Bruno, et je travaille à distance, selon mon propre emploi du temps. Tu as bien réfléchi à tout ça. Je souris pour la première fois depuis des jours. J'ai eu du temps libre récemment. Après le départ de Karine, j'ai rappelé Sophie Garnier. Je ne lui ai pas parlé des fichiers ni de mon arrangement avec Karine. J'ai simplement suggéré qu'elle pourrait vouloir garder ses options ouvertes concernant Lefebvre. « Tu prépares quelque chose ?» dit-elle, trop perspicace. « À quel jeu joues-tu, Margot ?»« C'est pas de jeu. Je m'assure simplement que tout le monde obtient ce qu'il mérite. » Ce soir-là, Richard Martin a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. « À nouvelle miraculeuse, » dit-il, sans se soucier des politesses. Karine a trouvé les fichiers Garnier lors d'un audit. Nous pourrions peut-être sauver la situation. « Quelle chance !» répondis-je, gardant ma voix neutre. Mais nous avons toujours un problème. Sophie Garnier refuse de rencontrer Julien. Elle exige que tu sois présente pour toute discussion ultérieure. Je laissai le silence s'étirer, savourant le moment. Richard avait passé des années à gravir les échelons de l'entreprise à mes dépens, toujours soucieux de s'aligner sur les intérêts de Bruno plutôt que de défendre ce qui était juste. Maintenant, il avait besoin de moi, et nous le savions tous les deux. « Hé Margot, tu es là ?»« Je suis là, Richard. Et j'y écoute. Bruno m'a autorisé à te proposer un poste de consultante, aux mêmes conditions que j'ai mentionnées hier. Nous avons besoin de toi au bureau demain matin. » Je ne travaille plus au bureau, Richard. Je travaille de chez moi, selon mon emploi du temps. Le triple de mon ancien taux, facturé à la semaine. Aucun contact direct avec Bruno ou Julien. Et je veux un contrat écrit avant de passer un seul appel. Il soupira lourdement. Je ferai préparer les documents ce soir. Encore une chose, ajoutai-je. Je veux que Karine de la comptabilité soit promue analyste financière senior avec une augmentation de 20%, avec effet immédiat. Pour son initiative dans la découverte de ces fichiers. Ce n'est pas le protocole standard pour... Pas que sont mes conditions, Richard. À prendre ou à laisser. Après qu'il eut accepté et raccroché, je suis allée sur mon balcon et j'ai regardé les toits de Paris scintiller dans l'obscurité. Le contrat manquant n'avait jamais vraiment été manquant. Il attendait, comme moi, le bon moment pour révéler sa vraie valeur. Les nouvelles voyagent vite dans le milieu des affaires parisiens. Le temps que je me connecte pour ma première session de consultation à distance le lundi suivant, l'histoire S s'était répandue dans les immeubles de bureaux du centre-ville comme une traînée de poudre. Pas la version officielle, que Marguerite Dubois avait gracieusement accepté d'aider pendant une période de transition, mais la vraie. Lefebvre avait renvoyé sa plus précieuse gestionnaire de relations un jour avant sa retraite, puis l'avait supplié de revenir quand ils ont réalisé leur erreur. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table de ma salle à manger, qui servait maintenant de bureau à domicile. L'accord de consultation que Richard m'avait envoyé était étonnamment généreux, non seulement en termes de rémunération, mais aussi de portée. Je devais travailler directement avec Sophie Garnier et son équipe pour faciliter la continuité de la relation, tout en assurant un transfert de connaissances limité à Julien Lemoine. Limité C était le mot juste. Je n'avais aucune intention de tout révéler. Certaines leçons doivent être apprises à la dure. À 9h précise, mon premier appel vidéo a commencé. Richard est apparu à l'écran, l'air harassé. « Merci de faire ça, Margot », dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « Nous avons équipe Garnier en salle de conférence A, prête à renouer avec toi. »« Et Julien ?» ai-je demandé. Richard a grimacé. Il observe seulement, comme convenu. Bruno n'était pas content de cette stipulation. Et le bonheur de Bruno n'est plus mon souci. Écran s'est divisé pour inclure Sophie Garnier et son équipe de direction. Sophie a eu un sourire sincère en me voyant. « Te voilà », dit-elle chaleureusement. Je commençais à penser qu'il t'avait enfermé dans un placard quelque part. « Je travaille juste d'un autre endroit maintenant », ai-je répondu. « Je crois comprendre que vous avez quelques préoccupations concernant le renouvellement du contrat. » Des préoccupations ? Plutôt une reconsidération complète. Sophie a jeté un regard hors champ, probablement vers Julien et les autres dans la salle de conférence de Lefebvre. « Soyons francs, Margot.
La seule raison pour laquelle j'ai cette conversation, c'est parce que tu es de nouveau impliqué. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai ramené la discussion au terme que nous avions presque finalisé avant mon licenciement. Sophie a progressivement adouci sa position, passant d'un retrait complet à une reconsidération prudente. Je pouvais voir Julien dans le coin de l'écran, prenant frénétiquement des notes mais ne contribuant en rien. Quand l'appel s'est terminé, Richard est resté en ligne. « C était magistral, dit-il. Tu nous as sortis du gouffre ?» « Oh, pour l'instant, ai-je prévenu. » La confiance de Sophie en Lefebvre est gravement endommagée. Un faux pas de Bruno ou de Julien, et elle partira. Ils le savent. Tout le monde le sait. Richard baissa la voix. Elle, équipe de la fusion Lancaster, vient demain. Ils ont spécifiquement demandé que tu sois impliqué dans les discussions sur Garnier. À Lancaster est au courant pour moi. À tout le monde est au courant pour toi, Margot. Il a presque souri. Tu es la femme qui a mis Lefebvre à genoux sans dire un mot. Après l'appel, je me suis préparé un vrai déjeuner, chose que j'avais rarement le temps de faire au bureau, et je l'ai emmené au parc. Marek et ses amis joueurs des échecs étaient à leur table habituelle. « Ah, la femme perdue est de retour », a lancé Marek. « Moins perdue aujourd'hui, je pense. » Je me suis assise avec eux pendant qu'ils jouaient, partageant les grandes lignes de ce qui s'était passé. Ils ont écouté attentivement, échangeant parfois des regards entendus. « Tu sais ce que c'est ?» a demandé Clarence, déplaçant son fou sur l'échiquier. « C'est ce qu'on appelle un échec et mat avec panache. » Vincent a approuvé d'un signe de tête. Pas de cris, pas de menaces, juste le pouvoir tranquille de connaître sa propre valeur. « Ah, il pensait que tu n'étais qu'un vieux meuble », a ajouté Marek, son accent épaississant des émotions. On a remplacé quand la mode change. Maintenant, il découvre que le meuble soutenait tout le plafond. J'ai ri de la métaphore, mais elle sonnait juste. Pendant 25 ans, j'avais été la structure de soutien invisible qui empêchait les relations clients importantes de s'effondrer. Maintenant, tout le monde pouvait le voir. Cet après-midi-là, ma sœur Jeanne a appelé. « Ah, je viens de lire un article sur toi dans la section économique du Monde, » dit-elle, l'étonnement dans la voix. « Une cadre chevronnée revient pour sauver un contrat chancelant chez Lefebvre. C'est vraiment de ma sœur qu'il parle ?» Apparemment, ai-je répondu, surprise que l'histoire ait fait les gros titres. Ça a été une semaine étrange. Étrange ? Margot, c'est magnifique. Ils t'ont viré, puis ont dû revenir en rampant pour demander de l'aide. Ce n'est pas étrange, c'est la justice. Était-ce la justice ? Je n'étais pas sûre. Une partie de moi ressentait encore la piqûre de la trahison. L'humiliation d'avoir été mise au rebut si négligemment après 25 ans. Mais une autre partie, une partie grandissante, ressentait quelque chose comme de la satisfaction. « Oh, je viens toujours te voir la semaine prochaine », lui ai-je dit. Ce travail de consultante est strictement à temps partiel et à distance. Ah bien, parce que nous devons fêter ça correctement. Je parle de champagne, de dîner chic, la totale. Le lendemain matin, j'ai reçu un email inattendu de Lisa Parker, la directrice financière du groupe Lancaster. Elle a demandé un appel vidéo privé, en dehors des canaux officiels. Curieuse, j'ai accepté. Lisa avait à peu près mon âge, avec des cheveux bruns parsemés d'argent, et le regard perçant de quelqu'un qui ne manque aucun détail. Après de brèves présentations, elle est allée droit au but. « Je voulais vous parler directement, Madame Dubois, parce que ce qui s'est passé chez Lefebvre me préoccupe profondément. » « De quelle manière ?» ai-je demandé prudemment. « Nous envisageons un investissement important dans Lefebvre, comme vous le savez. Le contrat Garnier est un élément majeur de la valorisation de Lefebvre. Mais plus préoccupant que le contrat lui-même, c'est ce que la situation révèle sur la direction de Lefebvre. » Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Bruno Lemoine a renvoyé une employée de 25 ans avec des relations clients critiques un jour avant sa retraite, l'a remplacée par un membre de sa famille incompétent, a failli perdre son plus gros client, puis a dû réembaucher la personne qui l'avait renvoyée pour le triple du coût. Elle a secoué la tête. Est-ce que cela ressemble au genre de direction avec laquelle Lancaster devrait s'associer ? Si était une question piège, et nous le savions toutes les deux. Ma réponse pourrait potentiellement faire dérailler la fusion pour laquelle Bruno m'avait sacrifié. Je ne peux parler que de ma propre expérience, dis-je diplomatiquement. Mais du fait que la confiance de Sophie Garnier en Lefebvre dépend actuellement de mon implication. Lisa a hoché la tête pensivement. Et si vous n'étiez pas impliquée ? Je crois que Sophie irait voir ailleurs. Comme je le soupçonnais, Lisa a pris une note sur sa tablette.
Une dernière question, Madame Dubois. Selon votre opinion professionnelle, Julien Lemoine est-il capable de maintenir la relation Garnier après la fin de votre période de consultation? La question directe m'a prise au dépourvu. Mais j'avais passé assez de temps avec Julien pour me faire une idée claire. Non, dis-je simplement. Il manque d'expérience, de compétences interpersonnelles et, franchement, de haine éthique de travail nécessaire pour gérer des relations de cette complexité. Merci pour votre honnêteté. L'expression de Lisa est restée neutre, mais j'ai senti une approbation dans son ton. Et cette information sera précieuse pour notre processus de prise de décision. Après notre appel, je me suis assise à ma fenêtre, regardant les nuages s'accumuler au-dessus de Paris. Je n'avais pas intentionnellement saboté la fusion avec Lancaster, mais je ne l'avais pas protégée non plus. Les actions de Bruno avaient créé cette situation. J'avais simplement refusé de mentir pour le couvrir. À la fin de la semaine, le milieu des affaires bruissait de nouvelles sur la reconsidération par Lancaster de la fusion avec Lefebvre. Le cours de l'action a chuté de 15% en une seule journée. Les analystes financiers spéculaient sur des problèmes de direction et citaient des préoccupations concernant la gestion des relations clients comme facteur principal de l'incertitude. Le vendredi matin, Karine m'a appelé du bureau. « Bruno est sur le sentier de la guerre », dit-elle à voix basse. « Il a découvert d'une manière ou d'une autre votre conversation avec Lisa Parker. Il dit à tout le monde que vous avez délibérément saboté la fusion. J'ai répondu honnêtement à ces questions, ai-je répliqué. C'est pour ça que les consultants sont payés. Mais bien, il parle à nouveau d'action en justice. Rupture de contrat, violation de la confidentialité, tout ce à quoi il peut penser. J'ai souri pour moi-même. Mon contrat m'autorise spécifiquement à parler librement avec toutes les parties impliquées dans le compte Garnier. Lancaster est certainement impliqué. C'est ce que le service juridique lui a dit, mais il n'écoute pas. Karine a fait une pause. Il y a plus, Margot. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence ce matin. La rumeur dit qu'il discute de la direction de Bruno. Était inattendu. Bruno Lemoine avait semblé intouchable, sa position assurée par des liens familiaux et des années de manœuvres politiques. Des nouvelles sur ce qui a déclenché la réunion du conseil ? Ai-je demandé. Apparemment, Lancaster n'a pas seulement mis en pause les pourparlers de fusion. Leur PDG a appelé directement le président du conseil d'administration de Lefebvre avec des préoccupations sur la prise de décision de Bruno. Quelque chose sur la dévaluation systématique du capital humain. J'ai failli rire du jargon d'entreprise pour ce qui était, essentiellement, traiter les employés comme des pièces jetables. « Tiens-moi au courant », ai-je dit à Karine. « Et sois prudente. Je ne veux pas que tu sois prise entre deux feux. » Tu plaisantes ? J'ai eu cette promotion et cette augmentation que tu as exigée. Les gens me traitent avec respect pour la première fois en 15 ans. Je suis intouchable en ce moment. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai réfléchi à ma position. Je n'avais rien prévu de tout cela, ni le rôle de consultante, ni la complication avec Lancaster, et certainement pas une action potentielle du conseil contre Bruno. J'avais simplement refusé d'y être mise au rebut sans dignité. Le lundi suivant, Richard m'a appelé plus tôt que d'habitude, sa voix tendue d'une excitation à peine contenue. « On a demandé à Bruno de prendre un congé », dit-il sans préambule. « Anne, le conseil d'administration mène un examen complet de ses décisions de direction, en commençant par ton licenciement et la situation Garnier. Qui est en charge en attendant ?» ai-je demandé. C'est l'autre nouvelle. Il a pris une profonde inspiration. Mais ils m'ont demandé d'assurer l'intérim en tant que président, et mon premier acte officiel a été de retirer Julien Lemoine du rôle de partenariat stratégique. Et la justice, semblait-il, fonctionnait de manière mystérieuse. Je n'avais jamais cherché à me venger de Bruno ou de Julien. J'avais simplement tenu bon. Refusé de couvrir l'incompétence et laisser les conséquences se dérouler naturellement. « Félicitations, Richard, dis-je sincèrement. Que se passe-t-il maintenant ? J'aimerais que tu envisages d'élargir ton rôle de consultante, a-t-il répondu. Pas seulement pour le compte Garnier, mais en tant que conseillère principale pour aider à reconstruire nos relations clients. Ah, j'y réfléchirai, ai-je promis, bien que je connaisse déjà ma réponse. L'arrangement de consultation me donnait quelque chose que mon poste à temps plein ne m'avait jamais offert, le contrôle de mon temps et la liberté de choisir mes projets. Quand nous avons mis fin à l'appel, j'ai ouvert la porte de mon balcon et laissé l'air frais de l'automne envahir mon appartement. Quelque part à Paris, Bruno Lemoine faisait ses cartons,
subissant le même choc et la même humiliation qu'il m'avait infligé. Julien mettait à jour son CV, sa brève ascension de carrière s'effondrant. Je ne ressentais aucune joie dans leur chute, seulement une satisfaction tranquille que les actions avaient des conséquences. Ma vengeance n'avait nécessité ni complot, ni sabotage, juste la digne patience de connaître ma propre valeur et de refuser de me contenter de moins. Novembre est arrivé avec une explosion de couleurs sur Paris. De mon balcon, je regardais les dernières feuilles d'érable virer au cramoisi brillant avant de se rendre à l'approche de l'hiver. 6 semaines s'étaient écoulées depuis mon licenciement brutal et mon retour encore plus inattendu dans l'orbite de Lefebvre. L'arrangement de consultante S était installé dans un rythme confortable. 3 matinées par semaine en appel vidéo, le reste de mon temps entièrement à moi. Richard avait été déçu quand j'avais décliné son offre d'élargir mon rôle, mais il avait respecté ma décision. « Tu as gagné le droit de fixer tes propres conditions », avait-il dit. « Promets-moi juste de maintenir la stabilité de la relation Garnier jusqu'à la fin du trimestre. » J'avais promis, et j'avais tenu parole. Sophie Garnier et son équipe étaient maintenant à l'aise avec le nouvel arrangement. J'assistais virtuellement à leurs réunions, offrant des conseils tout en transférant progressivement les relations à Elisabeth Chen, une directrice senior compétente qui avait été négligée pendant le règne de Bruno. Contrairement à Julien Lemoine, Elisabeth avait réellement mérité son poste par des années de travail dévoué. Le drame de l'entreprise S était estompé en bruit de fond. Bruno restait en congé, bien que la plupart supposassent qu'il ne reviendrait jamais. Julien avait discrètement démissionné pour s'y poursuivre d'autres opportunités. Les pourparlers de fusion avec Lancaster avaient été pris sous la direction de Richard, bien qu'à des conditions moins favorables pour Lefebvre. Rien de tout cela ne me concernait plus. Pour la première fois depuis des décennies, j'apprenais à exister au-delà des limites de ma carrière. Un mardi matin frais, sans réunion prévue, je me suis aventurée au musée d'Orsay, un endroit que je n'avais visité que 2 fois, malgré avoir vécu à Paris la majeure partie de ma vie d'adulte. J'ai erré seule dans les galeries, m'attardant devant des peintures que je n'avais vues que dans des livres. Dans l'aile américaine, je me suis retrouvée fascinée par les Nighthawks d'Edward Hopper, ces figures solitaires dans un café de fin de soirée, séparées de la ville sombre par une vitre, ensemble mais profondément seules. « Ça vous parle ?» dit une voix à côté de moi. Je me suis retournée pour trouver un homme plus âgé avec des lunettes à monture métallique et une barbe bien taillée. « Je suis désolée, je ne veux pas m'immiscer. Je suis David, l'un des guides bénévoles. J'ai remarqué que vous étiez debout ici depuis un bon moment. »« À Marguerite ?» ai-je répondu. « Eh oui, ça me parle. Je pense que j'ai passé la plupart de ma vie comme ces personnages, entouré de gens mais d'une certaine manière isolés. » David a hoché la tête pensivement. Hopper était un maître pour capturer la solitude urbaine. Mais remarquez comment la lumière rassemble ces étrangers dans un espace partagé. Il y a quelque chose d'optimiste là-dedans, ne trouvez-vous pas? Nous avons discuté de la peinture pendant près d'une demi-heure avant de passer à d'autres œuvres. David était compétent mais jamais pédant, posant des questions qui me faisaient regarder chaque pièce plus profondément. Au moment où nous sommes arrivés aux galeries impressionnistes, j'avais l'impression de le connaître depuis des années plutôt que des heures. « C'est généralement ici que ma visite se terminerait », dit-il, alors que nous nous arrêtions devant un Monet. « Mais si ça vous intéresse, le café ici fait un café décent. » Je me suis surprise à accepter. Autour d'un café, j'ai appris que David avait été architecte avant de prendre sa retraite il y a 5 ans. Il avait perdu sa femme d'un cancer peu de temps après. Et le bénévolat au musée était devenu sa façon de renouer avec le monde. La première année a été la plus difficile, a-t-il admis. Avoir soudain tout ce temps mais aucun but pour le façonner. Je me sentais à la dérive. « Oh, c'est exactement comme ça que je me sens », ai-je avoué, lui parlant de ma transition brutale de cadre à temps plein à consultante. « Ah, donc vous êtes encore dans l'entre-deux », dit-il. « Pas tout à fait au travail, pas tout à fait à la retraite. C'est un entre-deux étrange, n'est-ce pas ? Étrange, mais pas entièrement désagréable, ai-je admis. Pour la première fois depuis des décennies, je découvre qui est Marguerite Dubois quand elle n'est pas définie par Lefebvre et Associés. « Et qui est-elle » demanda David, ses yeux bienveillants derrière ses lunettes. Je suis encore en train de le découvrir. Et nous avons échangé nos numéros de téléphone avant de nous séparer, avec de vagues projets de peut-être nous revoir pour une autre visite au musée. Je suis rentrée à pied en traversant le parc au lieu de prendre un taxi, savourant la solitude et le craquement des feuilles sous mes bottes. Les tables des joueurs des échecs étaient vides aujourd'hui, trop froid, peut-être, pour leurs parties en plein air. À la maison,
J'ai trouvé un email de Jeanne avec des photos de ma visite à Bordeaux le mois précédent. Me voilà, riant sur un sentier de randonnée, les cheveux au vent, les joues rougies par l'effort. Je me reconnaissais à peine. Cette femme qui avait le temps pour des randonnées en milieu de semaine et de longs déjeuners avec sa sœur, qui ne vérifiait pas son téléphone toutes les 5 minutes pour des messages urgents. « Tu as l'air heureuse », avait écrit Jeanne. Il était temps. M'étais-je heureuse ? La question a persisté pendant que je préparais le dîner, un vrai repas fait maison, un autre nouveau développement dans ma vie post-Lefebvre. La réponse automatique serait oui, bien sûr. J était plus heureuse sans le stress et la politique de la vie d'entreprise. Mais la vérité était plus nuancée. Certains aspects de mon ancienne existence me manquaient. La clarté du but, la satisfaction de résoudre des problèmes complexes, la structure qui avait façonné mes journées pendant si longtemps. Mais la personne que Gis était devenue dans cet environnement ne me manquait pas. Quelqu'un qui mesurait sa valeur à sa productivité, qui avait sacrifié les relations personnelles pour l'avancement professionnel. Mon téléphone a sonné alors que je faisais la vaisselle. Karine de la comptabilité, appelant avec sa mise à jour hebdomadaire. « Le conseil l'a rendu officiel aujourd'hui », dit-elle sans préambule. « Bruno est définitivement dehors. Il mène une recherche externe pour un nouveau président. » « Et pas Richard ?» ai-je demandé, surprise. Il a retiré son nom de la considération. Il a dit qu'il préférait son rôle financier. Karine a fait une pause. Il n'y a plus. Ils instituent une politique de transition à la retraite. Des exigences de préavis de 6 mois pour l'entreprise. Des options de retraite progressive pour les employés. Ils appellent ça le protocole du bois. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ils l'ont nommé d'après moi ? Ironique, n'est-ce pas ? La femme dont ils avaient hâte de se débarrasser est maintenant leur modèle de traitement éthique des employés de longue date. Karine Harry, tu es devenue une légende ici, Margot. La femme qui a fait tomber un président sans même essayer. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et je suis sortie sur mon balcon. Les lumières s'allumaient dans toute la ville, alors que le crépuscule tombait. Quelque part dans ces bâtiments illuminés, des décisions étaient prises, des accords négociés, des carrières avancées ou terminées. Rien de tout cela ne me concernait directement plus, et il y avait une liberté dans cette connaissance. Mon téléphone a sonné avec un texto de David. Il y a une exposition spéciale des œuvres de Mary Cassatt qui ouvre ce week-end. Seriez-vous intéressé à y aller ? J'ai souri et répondu « J'aimerais beaucoup ». Le lendemain matin, j'ai retrouvé Marek et ses amis à leur table des échecs. Le temps s'était réchauffé de manière inattendue, accordant un répit temporaire à l'approche de l'hiver. J'avais apporté du café pour tous. Un petit geste qui m'a valu une place à leur table même sans jouer. La guerrière de l'entreprise est de retour, m'a salué Marek. Mais différente maintenant, n'est-ce pas ? Moins d'armure, plus de sourire. Moins d'armure, plus d'incertitude, l'ai-je corrigé. Vincent a levé les yeux de l'échiquier. L'incertitude n'est que la possibilité déguisée. Profonde pensée de l'homme qui est sur le point de perdre sa reine, a gloussé Clarence, faisant un mouvement décisif sur l'échiquier. Je les ai regardés jouer, leurs mains burinées déplaçant les pièces avec une précision exercée, leur amitié évidente dans chaque pique bon enfant et chaque rire partagé. Ces hommes avaient navigué la transition que je commençais à peine, avaient trouvé un sens au-delà des identités que leur carrière leur avait données. « M'avez-vous décidé ?» a demandé Marek alors qu'il contemplait son prochain mouvement. « Décider quoi ? Ah, ce qui vient après que la tempête soit passée, après que la vengeance soit complète. Ah, je n'y avais pas pensé comme une vengeance. Mais peut-être que C était ce que C était, non pas une campagne délibérée pour détruire Bruno Lemoine, mais un refus de le sauver des conséquences de ses propres actions. Je suis consultante à temps partiel, ai-je dit. Je passe du temps avec ma sœur. Je me fais peut-être 1 ou 2 nouveaux amis. J'ai pensé à David et à notre visite de musée prévue. Marek a approuvé d'un signe de tête. Bon début, mais pas toute l'histoire, je pense. Ah, que voulez-vous dire ? Vous avez passé 25 ans à construire des relations, à résoudre des problèmes. Cela ne disparaît pas de votre sang, parce qu'une entreprise a été stupide. Il a déplacé son cavalier avec une confiance décisive. La question n'est pas ce que vous ferez à la place du travail. La question est, quel travail ferez-vous qui compte pour vous, pas pour eux ? Ah, ces paroles sont restées avec moi tout au long de la journée et jusque dans la soirée, lorsque j'ai eu mon appel vidéo hebdomadaire avec Sophie Garnier. Nous avons discuté des projections du trimestre à venir, des progrès d'Elisabeth,
dans la prise en charge des communications quotidiennes et de l'impact potentiel des fluctuations du marché sur leur stratégie de croissance. Tu sembles différente, Margot, a observé Sophie alors que notre discussion professionnelle touchait à sa fin. Plus détendue. J'ai moins de réunions et un trajet beaucoup plus court ces jours-ci. Ai-je plaisanté? C'est plus que ça. Elle m'a étudié à travers l'écran. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. Garnier Industries développe sa fondation philanthropique l'année prochaine. Nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience dans la construction de relations. Quelqu'un qui comprend à la fois le monde de l'entreprise et l'élément humain. Une consultante, au départ, mais potentiellement une directrice de fondation s'il y a un intérêt mutuel. Tu m'offres un travail, Sophie? Je t'offre une opportunité d'utiliser tes compétences pour quelque chose qui va au-delà des bénéfices trimestriels. Mel a souri. Pensez-y. Pas de pression, pas de délai. Juste quelque chose à considérer pendant que tu découvres ce qui vient après. Après la fin de notre appel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les fondations philanthropiques, leur structure, leur mission, leurs impacts. Je me suis surprise à prendre des notes, à poser des questions, à envisager des possibilités. Non pas parce que j'avais besoin d'un autre travail ou parce que le monde de l'entreprise me manquait, mais parce que Marek avait raison. Les compétences et les passions qui avaient défini ma vie professionnelle n'avaient pas disparu avec mon badge de Lefebvre. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans réveil pour la première fois depuis des décennies. La lumière du soleil entrait à flot par la fenêtre de ma chambre, peignant des motifs chauds sur le sol. J'ai fait du café et je l'ai apporté sur le balcon, où la ville S éveillait en dessous de moi. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'emails urgents, pas d'appels de crise, pas de demandes nécessitant une attention immédiate. Juste la journée qui s'étendait devant moi, non structurée et pleine de possibilités. J'avais un déjeuner avec David pour discuter de Mary Cassatt, des notes à revoir sur la proposition de fondation de Sophie et des projets pour retrouver Jeanne à l'aéroport quand son vol arriverait ce soir-là. Au loin, je pouvais voir l'immeuble de Lefebvre, sa façade de verre reflétant le soleil du matin. Pendant 25 ans, ce bâtiment avait été le centre de mon univers, définissant mes journées et façonnant mon identité. Maintenant, ce n'était qu'une autre tour dans le panorama parisien, une partie de mon passé mais plus l'encre de mon présent. J'avais donné à cette entreprise les meilleures années de ma vie, et en retour, j'avais reçu une leçon sur la loyauté en entreprise et la valeur personnelle. Ce n'était pas la retraite que j'avais prévue, mais peut-être que c'était celle dont j'avais besoin. Une poussée abrupte vers un avenir que je n'aurais peut-être jamais choisi pour moi-même, mais qui s'ouvrait de manière inattendue et prometteuse. En sirotant mon café, en regardant la ville en contrebas, j'ai réalisé que la tempête était en effet passée. La trahison piquait encore parfois, comme une vieille blessure qui fait mal avant la pluie. Mais elle ne me définissait plus. Ce qui restait était une force tranquille, une liberté retrouvée, et la découverte progressive de qui Marguerite Dubois pourrait devenir dans ce troisième acte inattendu de sa vie. La reine des échecs que Marek m'avait donnée était sur le rebord de ma fenêtre, captant la lumière du matin. La pièce la plus forte sur elle échiquier, l'avait-il appelée. Capable de se déplacer dans n'importe quelle direction, non liée par les limitations qui restreignent les autres pièces. Je l'ai prise, sentant son poids lisse dans ma paume. Pas une mauvaise métaphore pour où je me trouvais maintenant, libre de me déplacer dans n'importe quelle direction, contrainte uniquement par les limites que je choisissais d'accepter. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait à mes conditions. Pas une retraite, pas une fin, mais une récupération du temps et du but qui avaient été les miens depuis le début. L'entreprise qui m'avait mise au rebut nommait maintenant des protocoles d'après moi, tandis que je construisais tranquillement une vie qu'il ne pourrait jamais toucher ou diminuer. C'était, réalisai-je, la vengeance la plus satisfaisante de toutes.